Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition. Si vous nous suivez en direct, à retrouver évidemment en replay chaque soir sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés actions qui rebondissent en Europe, notamment avec deux publications d'entreprises mondiales clés qui rassurent les investisseurs. TSMC dans le secteur de la tech, de la hard tech et des semi-conducteurs. Le géant taïwanais a indiqué que le creux d'activité resterait en 2023 et que 2024 serait une année de reprise de la croissance pour ses revenus dans le secteur des semi-conducteurs. Le groupe vise même une croissance de ses activités de l'ordre de 20% sur 2024. Le signal a été entendu par les investisseurs et l'ensemble du compartiment semi-conducteur progresse en bourse aujourd'hui. STMicro en tête à Paris. Et puis l'autre publication qui rassure, c'est celle du luxe et du groupe de luxe Richemont qui a vu un ralentissement de son activité sur le dernier trimestre de l'année 2023, mais un ralentissement moins marqué que prévu et surtout un segment dans la joaillerie qui reste solide avec des croissances affichées notamment sur le marché chinois et sur le marché américain. Là aussi, un secteur sous pression, la consommation discrétionnaire, le luxe sont plutôt des secteurs qui sont sous pression depuis plusieurs mois et on a vu le titre Richemont rebondir de manière assez forte d'ailleurs sur le marché suisse à Zurich, un rebond de l'ordre de 10%. Vous aurez encore quelques détails dans un instant avec les infos clés du jour livrées par Pauline Gratel. L'autre gros sujet du moment, ce sont les calendriers des banques centrales pour cette année 2024 avec de nombreuses prises de parole évidemment en ce moment à l'occasion du Forum économique de Davos et surtout la perspective des prochaines réunions qui vont reprendre dès la semaine prochaine. On attend jeudi prochain la première décision officielle de la Banque centrale européenne pour cette année 2024, avec peut-être les prémices, le début d'un consensus qui se forme autour du mois de juin. En tout cas, on a vu plusieurs poids lourds de la Banque centrale européenne, à commencer par Christine Lagarde ou encore le chef économiste Philippe Lane. Regardez cet horizon du mois de juin comme étant peut-être un horizon qui permettrait à la Banque centrale européenne d'avoir un degré de confiance suffisant dans la mécanique de désinflation pour enclencher ou signaler en tout cas le début de baisse de taux. Pourquoi est-ce que cet horizon du mois de juin semble se dessiner comme étant un horizon pertinent pour la BCE? Question qu'on posera à nos invités dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous plongerons dans le monde des actifs privés, des actifs alternatifs, avec le responsable des actifs alternatifs de BlackRock qui sera avec nous en plateau. Quels sont les segments de cet univers des actifs privés qui sont amenés à connaître la plus forte croissance devant nous? On pense au segment de la dette privée ou au segment de l'infrastructure. BlackRock venant de nouer un deal structurant en rachetant un peu plus de 100 milliards de dollars d'encours dans l'infrastructure avec le rachat de la société GIP. Grégory Benamou sera avec nous en plateau à partir de 17h45 ce soir. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour sur les marchés en ouverture de Smart Bourse, c'est avec Pauline Gratel. Les résultats d'entreprise permettent au CAC de rebondir après 3 séances de baisse et de gagner 1% au cours de la séance. Dans le secteur du luxe, ce sont LVMH, Kering et Hermès qui tirent la bourse de Paris avec des hausses entre 2 et 3% grâce à Richemont. Le groupe suisse affiche des ventes trimestrielles meilleures que prévues pour les fêtes de fin d'année, grâce à sa division joaillerie notamment et au marché chinois et américain. Les ventes atteignent 5,59 milliards d'euros en hausse de 4%. Le titre bondit de plus de 10% à Zurich. Du côté des semi-conducteurs, si STMicroelectronics gagne plus de 4% et Soitec plus de 6%, c'est grâce aux résultats de TSMC qui recule mais moins qu'attendu. Surtout, le géant des semi-conducteurs anticipe un bond de son chiffre d'affaires cette année de 20% grâce à la demande dans l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, les investisseurs ont pris connaissance des permis de construire pour le mois de décembre qui ressortent supérieurs aux attentes. Les mises en chantier enregistrent également un niveau supérieur aux attentes. Dans le sillage de ces statistiques, on constate la fermeté des taux avec un 10 ans américain à plus de 4,10%.
Enfin, du côté des valeurs, on note que l'inventeur français du tout premier cœur artificiel Carmat est en chute de plus de 11% au cours de la séance. L'entreprise annonce une nouvelle augmentation de capital de 15 millions d'euros minimum, pouvant aller jusqu'à 20 millions. Les ressources seront allouées à la poursuite du déploiement de son cœur artificiel. Demain, la journée commencera avec l'inflation au Japon pour décembre, les ventes au détail britanniques pour décembre et l'indice des prix à la production en Allemagne, toujours pour le mois de décembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Andrew Etherington est avec nous ce soir, responsable de la gestion diversifiée chez AXA IM. Andrew, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là et ravi de vous accueillir dans cette émission aux côtés de Sébastien Paris-Horwitz. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Directeur de la recherche de LBP AM et de Zakaria Darwish. Bonsoir à vous Zakaria. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes responsable des solutions taux et crédit de CPR Asset Management. C'est le sujet que je mets à la une à l'occasion du Forum économique de Davos. Beaucoup de banquiers centraux sont présents. Les réunions de banque centrale, pour les premières de l'année en tout cas, reprennent à partir de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut dire du calendrier et de la manière dont le calendrier des anticipations de baisse de taux évolue ces derniers jours, Zakaria, au rythme des données économiques, bien sûr, et au rythme du discours, des prises de parole des banquiers centraux? Oui, on voit que les banquiers centraux sont finalement montés à la charge pour essayer de calmer la ardeur, ou en tout cas l'impatience de pricing de marché sur l'amplitude des baisses qu'on aura sur l'année. Donc en fait, on peut y voir un signal, entre guillemets, positif pour les investisseurs, parce que finalement, les banquiers centraux confirment que la hausse des taux est finie, confirment qu'il y a baisse des taux à l'horizon, mais là où il y a un plus gros débat, et c'est là où les banquiers centraux font bien de ressouligner cette dépendance par rapport aux données, c'est que finalement, l'amplitude de cette baisse de taux leur semble quelque peu prématuré. Oui, voilà, ça. Tout à fait. Oui, oui. Et là, effectivement, comme ça a été souligné, par exemple, dans les minutes de la BCE qui sont sorties ce matin, ou dans les différentes déclarations des banquiers centraux, d'ailleurs des deux côtés de l'Atlantique, c'est que, en fait, ce pricing de marché-là, finalement, il induit des conditions financières qui se détendent, et du coup, par effet de boule de neige, peut avoir un impact sur l'inflation. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les banquiers centraux sentent que c'est dans leur devoir, dans leur mandat, de venir pousser contre ces anticipations de marché. Est-ce que le discours passe ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que la parole des banquiers centraux, à ce stade, est encore un peu écoutée par les marchés, les investisseurs ? On va dire partiellement, voire même très partiellement, parce que finalement, ils indiquent une baisse de taux, on va dire, plutôt pour la deuxième partie de l'année. Mais quand on voit le pricing de marché, oui, il y a de moins en moins de probabilités d'attente de baisse des taux dès le mois de mars. D'accord. Mais on est toujours dans une anticipation globalement entre mars et avril, que ce soit pour la Fed ou que ce soit pour la BCE. Donc on va dire mission partie accomplie, mission pas complètement accomplie, mais il y a par exemple les chiffres d'inflation qui viennent aussi rappeler ça et aident les banquiers centraux dans ce combat contre le pricing de marché. Qu'est-ce qui fait que les banques centrales vont peut-être avoir dans les prochains mois un niveau de confiance plus important dans le phénomène et la mécanique de désinflation devant nous, Sébastien? Qu'est-ce qu'on attend comme données, typiquement notamment côté zone euro, puisque Philippe Lane, Christine Lagarde évoquent comme horizon le mois de juin. Qu'est-ce qui, d'ici le mois de juin, permettrait à la BCE d'avoir un degré de confiance plus important dans l'idée qu'elle va pouvoir baisser les taux sans provoquer de résurgence de l'inflation? Bon, tout d'abord, la difficulté pour tout le monde, et ça fait 2 ans qu'on est dans cette situation, si ce n'est 3, déterminer, en tout cas définir la dynamique de l'inflation était très difficile. Au départ, beaucoup pensaient que tout était temporaire, y compris les banquiers centraux. Puis après, on s'est dit non, il faut taper très dur sur l'économie pour calmer une inflation très élevée. Et donc, dans la descente, il y a 2 thèses aujourd'hui, au plus deux équipes. Toujours l'équipe temporaire, où tout s'efface très vite. Et dans la Fed, je pense qu'il y en a certains qui penchent là-dedans. À la BCE, il y en a très peu.
Et la vraie question, c'est qu'est-ce qui va nous indiquer que finalement le camp de ceux qui pensent qu'il y a quand même des chocs de demande et qui fait que l'inflation va être plus dure d'être calmée à la fin. Villeroy de Galhau, pour ce qui est de la BCE, nous a dit que d'après lui, c'est pas plus dur à la fin qu'au milieu ou au début. On verra. Mais quels sont les indicateurs ? Et comme on n'a pas de modèle qui soit fiable, en tous les cas, on a l'impression que tout le monde, comme disent les banques centrales, regarde les données les unes après les autres. Il y a deux choses évidentes. La première, c'est la dynamique même de l'inflation. Et dans la dynamique de l'inflation, soit on s'arrête au headline, c'est-à-dire l'inflation totale, où il y a beaucoup d'effets dits temporaires liés au choc précédent, les goulets d'étranglement sur les biens, l'énergie. Tout ça, c'est beaucoup calmé. Et là, on n'a plus vraiment l'impulsion que ça a donné avant. Et il reste cette partie qui semble un peu plus compliquée à faire baisser. Donc, suivre cette partie serait importante. Alors, là-dedans, il y a eu Powell qui a un petit peu changé la donne. Parce qu'avant, il regardait ça et apparemment, il ne le regarde plus. Et donc, c'est un des responsables de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire de... L'assouplissement des conditions financières. Et d'alimenter cette idée qu'on peut aller plus vite dans l'assouplissement des politiques monétaires et l'effet sur les conditions financières qui joue surtout aux États-Unis. Ici, en Europe, un peu moins. Donc, qu'est-ce qu'elles vont suivre ? Cette dynamique d'inflation, est-ce qu'elle se poursuit ? Est-ce qu'il y a un chiffre magique pour dire c'est bon à 2 ou en dessous de 2, c'est bon, ça va être permanent ? Je ne pense pas. Pour ce qui est de la BCE, c'est assez clair. C'est les salaires. Ils veulent avoir une vue sur les salaires. On est proche de 5%, un peu moins, 4,7 ou 4,9 sur les salaires qui sont négociés. Il y a des statistiques suivies par la BCE. Et ils veulent voir cette tendance s'inverser. Parce que là, on n'a fait que progresser en Europe. Aux États-Unis, ça s'est déjà retourné, les salaires. Sauf que, et c'est important pour le timing, la prochaine donnée ne sera pas connue en avril. Donc, baisser les taux en avril, ça ne sera pas possible. Ça sera plutôt juin. Et on voit bien, vous le disiez tout à l'heure, Grégoire, c'est vrai que juin, c'est le consensus. Et une des raisons, c'est l'espoir de voir les salaires décélérer. Et donc, se dire, voilà, si l'inflation baisse elle-même, ce qui est le cas déjà, si les salaires en plus baissent, ça veut dire qu'on reste attaché, en tout cas en Europe, à des indicateurs très retardé de ce point de vue-là. Tous les wage trackers qu'on peut suivre, et la BCE suit elle-même des indicateurs de salaire en temps réel ou quasiment, tous ces indicateurs-là nous montrent que les salaires sont amenés à baisser. Oui, que la récession en Allemagne va sans doute émousser un petit peu le pouvoir du salarié face à l'entreprise, et que dans les futures négociations, on connaît en plus la responsabilité des syndicats allemands vis-à-vis des entreprises dans lesquelles ils travaillent. On peut imaginer quand même que les demandes ne seront pas celles qui ont pu être il y a un an ou deux. Mais convaincre les hawks, comme on dit, les plus... Il faut des évidences dures. Il faut des évidences dures. Et vous avez raison, et c'est un élément essentiel. En Europe, ça fait 1 an et demi qu'on souffre. On a une croissance extrêmement faible. Il n'empêche, le taux de chômage reste très faible. Aux États-Unis, la donne est très différente. Donc, les salaires qui décélèrent déjà, ça ne sera peut-être pas suffisant. Et pourquoi ça ne sera pas suffisant ? Parce que, comme on le disait, les conditions financières se sont améliorées. On a vu les statistiques sur les logements aujourd'hui. On voit bien que l'économie américaine est plus résiliente, résiste davantage. Est-ce qu'elle va résister beaucoup plus qu'attendu, voire repartir, notamment si les largesses fiscales continuent? Je pense que c'est une vraie inconnue pour la Fed. Et donc, une économie qui a été en surchauffe, qui reste, d'après nous, encore un peu en surchauffe, surtout avec ces taux de chômage, ça va être plus compliqué de faire cette analyse. Les prix tout seuls peuvent suffire peut-être pour la Fed, qui semble à nouveau avoir, en tous les cas, M. Powell, mettre ce put, on dit, cette idée que la Fed est derrière les marchés et que quand même on va plutôt privilégier la croissance que l'inflation. C'est possible, et peut-être, mais ils peuvent tirer avant. Nous, on continue à penser que ça sera plutôt l'été et beaucoup moins que ce que pense le marché en termes de baisse de taux. Comment vous jugez cette situation, Andrew, et comment vous vous positionnez par rapport aux attentes du marché, et puis votre conviction d'une certaine manière? Est-ce que vous estimez que la BCE
prend un risque avec une inertie trop forte peut-être dans le réglage et l'ajustement de sa politique monétaire, et qu'à l'inverse peut-être Jérôme Powell rouvre le risque Arthur Burns. Il nous parle depuis 2 ans de Arthur Burns, ce banquier central pré-Volcker qui a eu le malheur d'abandonner un peu trop vite la lutte contre l'inflation et qui a provoqué une résurgence d'une grande crise inflationniste que Volcker a dû enterrer ensuite. Notre position aujourd'hui, ça se situe plutôt vers le discours de la Fed, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir 150, 160 BP d'assouplissement de normalisation des taux. Parce que c'est juste une normalisation qui était faire face à une situation exceptionnelle d'une inflation non maîtrisée, mais importée. Donc, aujourd'hui, on attend plus que le marché prend plus de conscience de ce qui est dit par Powell. Et Waller. Oui, Chris Waller, gouverneur important de la Fed. Pur et dur, qui avait assoupli un petit peu son discours à la fin de l'année dernière, qui a provoqué un mouvement important sur la partie courte de la courbe US. Hyper important, Andrew. Waller, avant Powell, a été le premier à décrire une fonction de réaction de la Fed qui ne serait pas celle d'une baisse des taux ou d'une simple baisse des taux, mais d'un recalibrage naturel de la politique monétaire. Oui, donc il a dit à peu près le contraire cette semaine, dans la mesure où il a calmé les esprits, comme elle a fait Madame Lagarde, à juste titre, parce que pourquoi juin, il faut avoir les chiffres des économistes de la BCE. Ils vont rien faire sur juste entre deux meetings sans les projections. Tous les trimestres. Ouais. Et donc, ils auraient pu récupérer toutes les données de toutes les régions. Pour cela, je crois qu'il faut avoir un peu plus de pragmatisme. Donc, le marché, sur la fin d'année, a exagéré un petit peu ses anticipations parce que le marché se retrouvait sous-pondéré sur l'ensemble des classes d'actifs, les taux et les actions. Donc, il y avait un peu d'euphorie dans le mouvement à la fin d'année. On a un peu de consolidation. On n'est pas du tout dans une contraction. On souhaite, nous, d'accompagner la consolidation. Le point de vue, pour nous, perspective, c'est plutôt positive. La normalisation des taux n'a pas besoin de 150 BP. Oui, je comprends. 3 baisses, ça va maintenir la croissance aux États-Unis, mais il ne faut jamais oublier que le BCE a qu'un seul mandat, c'est la stabilité des prix, et tant que les salaires ne rattrape pas, parce que les salaires en Europe, les négociations sont retardées par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis. C'est plus dans l'esprit des Shunto au Japon. Ça prend du temps, c'est plus organisé. Il faut savoir, il y a un rattrapage à faire sur l'inflation de l'année dernière. Donc, ils ont besoin au moins de juin pour voir ça. Moi, ma grande question, au-delà du timing et du calendrier des baisses de taux, c'est... qu'est-ce qui va se passer après la première baisse de taux de la Réserve fédérale américaine, notamment sur le plan du marché? Puisque là, si je comprends bien, le marché se dit que tant que les banques centrales n'ont pas besoin de baisser les taux, on reste dans ce régime un peu prix, profit, tout va bien, on va voir les résultats des entreprises, etc. Le marché action n'a pas tellement baissé depuis quelques semaines maintenant. Est-ce qu'il faut imaginer un régime de marché différent après la première baisse de taux de la Réserve fédérale américaine? La grande question étant, qu'est-ce qui va se passer avec les 6 trillions de dollars d'encours qu'on a sur des money market funds américains, très bien rémunérés aujourd'hui, le jour où la rémunération du cash va baisser? Où va aller cet argent? Naturellement, ça va prendre une progression de profil de risque. Donc, pour nous, la partie courte de la courbe américaine, qui est encore inversé de 10, un peu moindre que c'était le cas l'année dernière, reste attractif. Donc, les obligations, le crédit court terme, dans les perspectives d'une croissance modeste, pas euphorique l'année prochaine, a toujours du sens. Par contre, qu'est-ce qui va être le comportement de marché? Ça va être une réaction à la communication. Le Fed peut très bien baisser ses taux en mars, mais laisser comprendre que le rythme va être beaucoup plus conservateur. Conservateur. Ouais. Et que derrière, si l'inflation reste vers 3%, on a l'idée que la corrélation restera positive entre les taux et les actions, et ça va être un peu plus compliqué. Comme on a eu en fin d'année dernière, que c'était excellent. Ouais. Le troisième trimestre, c'était un peu plus compliqué l'année dernière. Là, aujourd'hui, on constate que cette corrélation restera.
Et c'est pour ces questions-là que nous sommes assez prudents sur nos positions actuellement, après avoir accompagné la hausse de la fin d'année. Ouais. C'est pas encore le temps de rallonger fortement la duration, vous dites. Soit il faut avoir un niveau plus attractif ou des éléments qu'on n'a pas aujourd'hui pour avoir plus de confiance que il y a peut-être un peu plus de ralentissement qui traîne dans l'économie suite à des hausses des taux l'année dernière. Ouais. Et pourtant, Zaccaria, on a vu une demande stratosphérique pour des émissions d'emprunt d'État en zone euro, par exemple, sur du long, du 10, du 15, du 30, je crois, oui, même. Tout à fait. Donc, il y a quand même, d'un côté du marché, pour certains, un appétit pour la duration aujourd'hui, presque même un FOMO sur la duration, quand on a vu les résultats de ces émissions obligataires. Ah oui, les émissions, surtout les émissions d'État, il y avait une crainte qui a été identifiée en fin d'année dernière, c'est qu'une certaine saisonnalité, en fait, sur les 2 mois de l'année de refinancement de la dette publique, on se disait, est-ce qu'il y aurait les investisseurs, en fait, pour faire face à cette demande ? Oui, ils étaient là et ils étaient quasiment à 10 fois de ce qui a été émis comme papier. En gros, 60 milliards 550 milliards de demandes pour 60 milliards d'émissions. Ça, en fait, ça rejoint le point que vous soulignez tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de cash qui est placé sur du monétaire très court. Ouais. Et en fait, quand on se place dans une perspective d'un début de cycle de baisse de taux, on se dit, moi, si j'ai des engagements à long terme, je veux vouloir verrouiller un niveau de rendement sur la durée la plus longue possible. Et donc, ça explique quelque part, en fait, ce comportement d'investisseur. Alors après, est-ce qu'il est justifié ou pas ? Ça pose débat, ça dépend de votre scénario. Mais pour une certaine catégorie d'investisseurs, en tout cas, c'est le moment déjà de rallonger, vous allez chercher un peu de duration. Oui, ce qui peut quand même paraître surprenant, parce que un des indicateurs très importants qu'on peut regarder, c'est le niveau de volatilité des taux. Et en fait, on est toujours dans un régime de volatilité de taux élevé depuis le début de la normalisation, début 2022. Et donc, en fait, on pourrait s'attendre à l'attente d'une normalisation sur la partie volatilité. Et puis l'autre point que vous soulignez à juste titre, c'est l'inversion de la courbe des taux. Aujourd'hui, vous n'êtes pas payé pour aller chercher loin. Non. Mais en fait, vous pouvez aller chercher loin si vous pensez que les taux d'intérêt vont baisser vite, durablement sur la partie courte, et du coup, vous sautez sur ce que vous pouvez verrouiller sur la partie longue. Ouais. Oui, ça explique qu'on ait des positionnements quand même encore chez des asset managers ou des assets assez courts sur la duration, mais que dans le même temps, on voit d'autres gros investisseurs aller chercher ces parties longues de courbes aujourd'hui sur des nouvelles émissions, par exemple. Voilà, tout à fait. Si votre horizon d'investissement est plus long que qu'est-ce que vous voulez faire du cash, si vous avez du cash en 2024, et que vous vous posez la question de où le placer, si vous avez un horizon d'un an, 2024, eh bien, soit vous mettez en monétaire, soit il faut être très flexible. Si vous avez un horizon d'investissement de 5 ans, de 10 ans, eh bien, si vous dézoomez et vous regardez sur la longueur du cycle, c'est peut-être déjà un bon moment pour verrouiller les niveaux. C'est encore des points d'entrée. Voilà, exactement. Il va aller où tout ce cash parqué sur le monétaire ? Là, je reprends les 6 trillions de dollars d'encours sur les money market funds. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Ou les 18% d'épargne en France et en Allemagne. L'expérience des marchés, suivre les flux, c'est pas forcément ce qui permet de gagner beaucoup d'argent. Là, on constate ce qui s'est fait. Les marchés, c'est pas l'économie. On le voit que même quand on souffre, les gens trouvent des endroits où placer l'argent. Si on regarde les taux, en Europe en particulier, un des mouvements, et Zaccaria, il a raison de le dire, parce que beaucoup de gens sont rentrés sur, notamment la dette italienne. Hein. Il y a eu beaucoup d'émissions, c'est-à-dire que c'est normal, c'est le début d'année, il y a toujours beaucoup d'émissions. Les gens sont quand même allés chercher ça, parce que si on se dit que les taux vont baisser, et moi je veux quand même, je promis à mes clients un rendement un peu plus élevé, je vais aller chercher de loquer des taux plus élevés, et il se trouve que malgré ces spreads qui sont quand même très faibles de la dette italienne par rapport à l'historique, c'est quand même le plus attrayant. Et ils émettent beaucoup, mais nous on y va, c'est la plus grosse dette, et donc je pense que ça explique ce geste pavlovien. Je sais pas, est-ce qu'il y a un ancrage de long terme
quand on regarde l'inflation, l'anticipation de l'inflation à long terme en Europe, on se dit c'est à l'équilibre. C'est ce que dit la BCE. De même aux États-Unis d'ailleurs. Hein, les anticipations d'inflation ont très peu bougé au cours de la dernière période. Tout se joue sur cette idée, le roi de Gallo en a parlé, le fameux R-étoile ou le taux réel à long terme, qui est un concept que la plupart des gens ne comprennent pas. Mais bon, c'est quand même important d'avoir un ancrage. Qu'est-ce que valent les choses en termes réels? Qu'est-ce que ça me rapporte? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les taux réels ils ont baissé beaucoup en Europe. Aux États-Unis, ils restent plus élevés. Où on va? On a quand même nettoyé beaucoup aux États-Unis. Hein. On était à plus de 2 quand on est arrivé à 5. On tombe à quoi? Moins de 2, 1,8 oui. Donc il faut quand même chercher des choses qui rapportent de l'argent. Ouais. Est-ce que la tendance en termes de flux, c'est que des hordes d'argent vont sortir du court terme pour aller se placer sur les courbes plus longues? Peut-être, mais il faut que beaucoup de choses changent. Je sais pas, sur les matières premières, sur autre chose, j'en sais rien. Hein. Une chose qui peut marcher, c'est nos économies qui souffrent davantage. C'est-à-dire, si on a une récession où les choses se détériorent, c'est sûr que vous aurez beaucoup d'argent qui va aller sur les parties longues, parce que là, on va anticiper des baisses très fortes, parce que les taux réels vont beaucoup baisser. Aujourd'hui, je ne sais pas, je pense, comme Andrew, que les gens vont rester un peu parqués sur du court terme. Il y aura des petites doses ici et là, il y aura beaucoup de spéculations. Quand on dit que le marché exagère, c'est qu'il exagère, donc il y a forcément de la spéculation. On veut mettre la pression parfois sur les banquiers centraux pour obtenir le cadeau qu'on cherche. Là, je pense que c'est toujours le cas. Donc, nous, on est un peu prudents, mais c'est vrai qu'on est à peu près à nos objectifs sur les parties longues. Et on ne veut pas prendre beaucoup plus de risques, donc on est assez... on essaye d'être assez réactif dans les petites variations, cette volatilité qui reste très forte au niveau obligataire, et puis après, aller voir où on peut prendre du risque. Hein. Comme disait Andrew, les marchés actions ont très bien fonctionné. Il n'empêche quand même, quand vous regardez les États-Unis, vous avez cette valeur qui ont emporté tout le bébé. En Europe, ça a été différent, mais pareil, il y a quelques secteurs qui ont tout emporté. À la fin de l'année, on était content de voir quand même enfin des secteurs qui valent très peu cher, comme les small caps qui ont réagi, mais ça reste pas cher. Qu'est-ce qui est vraiment pas cher? Parce qu'on ne sait pas quel est le cycle. Si ça se normalise, si nous, on a un scénario où quand même la croissance, elle n'est pas géniale, et surtout, c'est dur de voir comment elle va accélérer, à part l'avantage d'une politique monétaire qui s'ajuste simplement ou accompagne l'inflation. D'où vient le redémarrage? Qui s'est ajusté dans ce cycle? Qui s'est ajusté? C'est pas les ménages, le chômage est resté très faible. C'est pas les entreprises, les marges restent... Qui s'est ajusté? Donc, d'où vous allez chercher la source? Les États peuvent-ils encore dépenser? C'est vrai qu'on veut beaucoup dépenser sur la transition énergétique, plein de choses. Est-ce qu'on a l'argent? Les États-Unis ont une dette, hein, rappelez-vous. Avant la crise, Covid... Il y a de l'épargne à mobiliser. C'est bien tout le sujet aujourd'hui des États face à ces enjeux de financement demain. De l'épargne privée, une épargne privée, et elle est là, et cette épargne accrue parce que l'État a des épargnés comme un fou. C'est-à-dire que les États-Unis ont accru leur dette de 15 points de PIB. 15 points de PIB. Donc, on dit, hein, c'est la numéro 2 du FMI qui l'a dit, les États-Unis, c'est vrai, personne, il n'y aura pas de défaut, etc. Il n'empêche que quand les États-Unis vont venir refinancer tout ça, etc., ça va pomper de la liquidité de partout. Il faut bien que quelqu'un mette de l'argent. Est-ce que des émergents vont souffrir? On aura des crises chez les émergents parce que eux, l'argent n'est pas là ou ça coûte trop cher. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va créer. Donc, vous parliez de l'après. Je pense qu'on a plein de questions. La réponse triviale, c'est que nous, on est assez d'accord. On a un scénario où les choses se stabilisent, les taux vont baisser, l'inflation va baisser. Chacun a un peu le timing différent. Nous, on le voit un peu après, modéré, mais on ne voit pas d'accélérateur. Et il y a beaucoup de questions sur les fragilités qui peuvent ressortir de ça. En partant par les entreprises. Écoutez, les entreprises ont accumulé beaucoup d'argent et aujourd'hui, bien qu'elles reviennent, si les taux restent un petit peu élevés, le coût qu'ils auront à supporter beaucoup plus élevé, les marges vont souffrir.
Comment ça se passe dans une gestion diversifiée, justement, Andrew, dans un portefeuille équilibré, effectivement, notamment sur la partie obligataire? Vous le disiez tout à l'heure, on reste pour l'instant court en duration. Est-ce qu'il y a un risque structurel, même sur la poche obligataire, dans le sens où les émissions des États sont amenées à être tellement importantes devant nous, l'effet supply va être un facteur de plus en plus déterminant dans la fixation du prix des taux et des taux longs, notamment. Historiquement, je trouve qu'on a beaucoup plus parlé de l'effet de supply qu'on a vu sur le marché. L'effet début de l'année, historiquement, on a toujours beaucoup d'émissions étatiques et corporate. Ouais. Ça s'absorbe sans trop de problèmes. Les États, ils ont trouvé d'autres moyens pour se financer. On en a parlé des BTP, extraordinaire l'année dernière, comment ils ont pu se financer. Bon, c'est pas... Auprès des particuliers, des grands emprunts nationaux, en Italie, Portugal, Belgique, il y en a eu un peu partout en Europe. Il y a des pays qui ont cette culture-là. C'est pas cela qui vous inquiète le plus. Qui m'inquiète plus. Ouais. Non, c'est surtout une question de crédibilité. Et je crois que comme quelqu'un a dit une fois, comment est-ce que vous vous trouvez bankrupt graduellement et puis soudainement. C'est pas le cas pour les États-Unis aujourd'hui. Il y a des choses qui peuvent se passer peut-être vers la fin d'année où il y aura un peu de changement d'état d'esprit. Mais le clé, c'est qu'il y a beaucoup d'épargne à l'échelle mondiale. Il est encore content de se placer aux États-Unis. En Europe, il y a des puits d'épargne privée. Ouais. Je crois que ce qui devrait plus nous préoccuper aujourd'hui, c'est que, comme vous avez cité, aux États-Unis, le soutien fiscal pour l'économie l'année dernière, les déficits budgétaires, les dépenses d'IRA, qu'on n'a pas suivi en Europe. Or, je crois qu'on était un peu en avance sur l'idée. Et on a de l'argent qui reste disponible, qui n'est pas dépensé pour les questions politiques. C'est peut-être là où il faut poser plus de questions. Parce que le financement, il est présent. Et ça veut dire quoi, Andrew, vous en tant que gérant diversifié, et notamment gérant taux, vous préférez voir une situation à l'européenne? On a eu l'idée d'abord, mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui peut-être dans un moment où on veut remettre un peu d'ordre dans les finances publiques. C'est un peu le sens quand même des règles européennes qui sont remises sur la table. Ou est-ce que vous préférez un marché obligataire comme celui des États-Unis, où il y a la question du financement, mais en face du financement, il y a de l'investissement, il y a du capex, il y a de la croissance peut-être future? Oui, il n'y a aucun problème avec le marché des dettes européen. C'est extraordinaire comme c'est diversifié, profond, liquide. Je n'ai pas le moindre doute là-dessus et on peut se réjouir de ça. Et c'est le cas depuis quasi toujours. Ce qui m'a emmené en France déjà dans les années 90 avec le Matif. Très bon marché. Alors, non, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la dette? C'est ça. Oui, on assainisse beaucoup l'État au niveau politique. Mais le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces dettes et où est-ce qu'on va l'investir pour l'avenir. Et c'est là où peut-être on a pris de retard par rapport aux États-Unis parce qu'ils arrivent à acter beaucoup plus vite que nous. Et ça, on peut espérer que cette année, il va avoir une réponse à cela. On verra. Il y a des échéances. Il paraît qu'il y a un petit calendrier politique devant nous et qu'il y aura sans doute des moments de rendez-vous importants, y compris en Europe. On a déjà assez vite réglé la question du futur cadre budgétaire, aussi imparfait soit-il, mais on va dire que l'accord et le consensus a été trouvé. Prochaine séquence, évidemment, les élections européennes et la formation de la nouvelle commission et des nouvelles, des institutions et du renouvellement des institutions. Sur la partie corporate, crédit, Zakaria, est-ce qu'on voit des entreprises continuer à prendre un peu d'avance sur leur programme de financement ou de refinancement, là aussi? Est-ce qu'on arrive à repousser dans des conditions acceptables le mur de la dette ou les échéances de dette qui concernent les émetteurs privés? Oui, et c'est de façon assez surprenante. C'est-à-dire que, en fait, quand vous avez des doutes sur la croissance, en gros, le marché se segmente en deux: les bons émetteurs, les mauvais émetteurs. Les bons émetteurs, ceux qui n'ont pas besoin d'argent, et tout le monde veut leur prêter. On prête qu'aux riches. Il n'y a pas de problème. Les mauvais émetteurs, en général, donc toute la cote de ce qu'on appelle le high yield, le haut rendement, en général, ils n'arrivent pas à se financer. Et c'était là, au fait, où il y avait la question, c'est qu'en 2022, le marché de financement de cette catégorie-là était quasiment fermé. 2023, c'est revenu timidement, mais sur, entre guillemets, les bons élèves. Et en fait, là, on voit depuis la fin d'année, début d'année, des émetteurs avec des ratings relativement bas, c'est-à-dire simple B, qui viennent se refinancer. On voit aussi un fait nouveau, c'est un secteur pour lequel il y avait énormément d'inquiétudes, qui est le secteur immobilier en Europe, où en fait, là, pareil, il n'y avait aucune possibilité de financement
Pas plus tard que ce matin, il y a un émetteur qui est venu sur le marché, qui est vu comme étant risqué, qui a pu se financer. Promoteur, foncière, plutôt c'est logistique. Logistique, d'accord. Qui est venu se refinancer de façon vraiment avec des conditions acceptables. Très acceptables. Très bonnes. Voilà. Et donc, en fait, au final, ce mur de la dette, il est déjà en train de se redéplacer. On pousse l'échéance qui était 2024-2025. On est en train de se refinancer sur de plus en plus long. Reste une seule partie de la cote, mais vraiment les très mauvais élèves, le triple C, où là, en fait, ce marché-là est fermé depuis 2022. Et là, en fait, il y a une partie qui est partie sur ce qu'on appelle du financement sécurisé. C'est-à-dire, en fait, on emprunte de l'argent, mais on donne des gages, pour simplifier, de l'hypothèque. Et ils arrivent à se refinancer, mais avec des conditions beaucoup plus chères. Et une partie qui attend peut-être cette baisse des taux d'intérêt, de relax des conditions financières. Et c'est sur cette partie-là d'où viendra probablement la hausse des taux de défaut. Donc, il y en a qui croisent les doigts en disant que dans 6 mois ou 12 mois, ça ira mieux et qu'ils pourront revenir sur le marché. Quoi. Une partie, d'accord. Oui. Et c'est cette partie-là qui va faire venir monter les taux de défaut. Alors si cette partie-là défaut, c'est, entre guillemets, ça ne créera pas, ce n'est pas systémique. Ce n'est pas systémique, ça représente une toute petite partie de la cote. Oui, puis vous l'avez dit quand même. Enfin, moi, je retiens cette épée de Damoclès qui s'enlève quand même pour une grande partie des émetteurs cotés. Il n'y a jamais eu de diffusion du stress qu'on voit sur le triple C au segment un peu plus élevé du high yield. Ça a été toujours très bien compartimenté de ce point de vue-là. Voilà, exactement. Et du coup, quand on regarde les primes de risque de crédit aujourd'hui, on peut se dire qu'historiquement, elles sont basses, compte tenu de l'incertitude sur la croissance. Mais quand on voit en fait le non-problème ou le problème très faible de refinancement, on se dit que finalement, ça se justifie par rapport à ces éléments-là. Je voulais bien dire un mot de la Chine, je ne sais pas, Sébastien, il y a rien de neuf, si ce n'est que justement, il n'y a rien de nouveau, quoi. Le marché a du mal à imaginer un point bas, alors que ce soit sur le plan des actions chinoises ou même sur le plan de l'activité économique. Encore la série de chiffres hier publiés par la Chine, loin d'avoir rassuré les marchés, a même peut-être rajouté un niveau d'inquiétude. Et le Premier ministre chinois à Davos qui dit « N'attendez pas de panique stimulus venant des autorités chinoises ». Dans le modèle chinois. Mais il y a un moment d'abord sur le crédit. Je pense que c'est très important ce que dit Saria sur le profil. Justement, on parlait des flux tout à l'heure, sur le crédit. Il n'empêche que les acteurs de l'high yield sont peu venus sur le marché et de crainte d'avoir des conditions qui étaient extrêmement défavorables. Et je pense que à un moment donné, ça doit faire mal. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça peut faire mal. Est-ce qu'on va revenir sur le marché et on n'aura personne, ou le financement sera tellement coûteux pour eux qu'ils vont faire faillite, il y aura des taux de défaut. Il n'empêche que ces flux vont arriver à un moment donné. Ces boîtes vont devoir en été. Et ce qui est important, on l'apprend tous, c'est une dynamique qu'on n'a pas saisie. L'endettement des boîtes dans la période de taux faibles était énorme. C'est-à-dire les sorties d'high yield, etc., ce qui a été émis à l'époque, est très élevé. Et c'est pour ça, comme tu disais, 2024, 2025, 2026, c'est les murs de la dette, mais parce qu'ils sont endettés à ce moment-là à des échéances plutôt longues. Et ils ont bien fait. Maintenant, est-ce que à ces échéances, on aura à nouveau des taux très faibles et ça sera génial. Si c'est pas le cas, on n'aura pas les taux d'avant. On aura un problème. Oui, c'est ça. Oui. Si on retrouve les taux d'avant dans 2 ans, c'est qu'il y aura eu un problème. Mais c'est pas grave. Si c'est que là, le segment et tout le reste va bien, c'est pas grave. Donc sur la Chine, vous avez raison. C'est-à-dire que je pense que la messe est dite. Les Chinois ont changé de stratégie et ils ne vont pas changer de stratégie à nouveau pour faire plaisir à quelqu'un. Le risk-reward a changé. C'est plus le même référentiel qu'il faut avoir en tête. Je pense que c'est fini. Et donc la valo des actions chinoises, on ne peut plus la... Ça, je ne sais pas. Et je veux dire pourquoi. Mais ce qui a changé, c'est que la dynamique de la croissance chinoise, c'est ce qu'a dit Li Keqiang à Davos, c'est une dynamique dans laquelle on veut de la croissance, mais saine. Et cette croissance saine, c'est sans la boule de neige de la dette, et on veut nettoyer ce surendettement qui était beaucoup sur l'immobilier. Et donc, on ne va pas sauver l'immobilier, et donc, on ne va pas croître
aussi vite que certains voudraient, qu'on va relancer, pareil, à coup de crédit, même si on le fait quand même, peut-être pour des ponts qui vont de nulle part, mais dans l'industrie, etc., qu'on pense qui pose moins de problèmes. Donc, ce scénario d'une croissance plus saine est bien là. Est différent. Maintenant, il y a deux facteurs. Un, on voit bien que les entreprises chinoises ont connu une bérésina parce que l'activité n'était pas là, même si la consommation tenait et certains acteurs étaient là. Quand on regarde les profits, c'était très mauvais. Les choses repartent. Et ça, c'est positif. Et donc, on se dit quand même, les valos, c'est à 8 fois, vous payez la Chine, quand même, il faudrait les acheter. Il n'empêche qu'il y a une autre variable, et celle-là est liée au nouveau paradigme, c'est que la confiance de beaucoup d'investisseurs, outre la peur de Trump et de toutes les tensions mondiales, est-ce qu'on peut investir en Chine ? Et donc, on voit bien, et ça, personne ne sait répondre à cette question. Pourtant, les Chinois continuent à accueillir des gens, ont même permis ou levé des contraintes sur les visas pour des nouveaux pays. Mais c'est fini. Donc, ils veulent s'ouvrir. Mais la confiance n'est pas là. Donc, les investissements directs étrangers en Chine étaient négatifs l'an dernier. Exactement. Jamais vu ça de ma vie. Et c'est pas une expérience, c'est une expérience très nouvelle parce qu'on vient de presque 30 ans maintenant de globalisation et ça, personne l'avait prévu. Et il y a plein de grosses banques qui continuent à croire en Chine, etc. On doit vivre. Donc c'est avec la Chine. compréhensible que l'aspect valorisation des actions chinoises soit pas un argument aujourd'hui qui fasse mouche et qui c'est la plus basse valo déclenche. qu'on ait connue. Oui, je sais, mais ça ne change rien au fait que personne n'y retourne. Donc, on a eu ce sursaut là, en un jour, mais moi, je ne vois pas encore, notamment les Américains, ils ont trop peur d'y aller. On voit bien, ils ont très peur d'y aller. Où est-ce qu'on voit de la valeur dans les marchés aujourd'hui, Andrew, dans une gestion diversifiée ? On a parlé taux, crédit, sur la partie action. Ça m'intéresse. Où est-ce que vous voyez de la valeur aujourd'hui ? On ouvre la séquence de publication de résultats. Est-ce que c'est une séquence qui va nous aider à voir un peu mieux où est-ce qu'il y a de l'asymétrie ? Où est-ce qu'il y a des vraies asymétries dans ce marché action entre la valorisation aujourd'hui et peut-être les perspectives bénéficiaires qu'on peut quand même espérer ? Il y a une asymétrie sur sur ce qui s'était produit l'année dernière avec les 7 valeurs qui ont amené toute la performance. Nous attendons que une année avec une croissance un peu plus modeste, mais un peu plus élargie en termes des valeurs boursières. Ça peut s'étendre jusqu'aux petit capitalisation. Beaucoup de monde en parle aujourd'hui. Pour moi, c'est un peu en dehors de ma expertise. Je trouve qu'ils ont fait un très bon rebond d'une valorisation très déprimée en Q4. Est-ce que ça va se reproduire avec un peu moins de croissance ? Probablement pas. Pour vous, c'est déjà suffisant. Le rebond des small caps, de votre point de vue, c'est déjà... On a déjà eu un épisode. Qu'est-ce qui va être catalyse pour un deuxième ? Tandis qu'on a un peu moins d'inflation, donc ça gonfle un peu moins les earnings, et l'activité reste un peu étonne. On a des côtés positifs, surtout pour l'Europe, c'est qu'il y a beaucoup d'épargne. Il faut juste inciter les gens à dépenser. Je ne sais pas comment ils vont faire ça. Mais personne ne sait, Andrew. Mais l'asymétrie le plus intéressant en termes de gestion diversifiée, c'est dans l'optionalité aujourd'hui. Parce qu'on a une boulevard entre ce que les banques centrales ils disent et ce que le marché peut presser, parce que les 150 BP d'attente, c'est juste une pondération de beaucoup de scénarios, et quelques scénarios là-dedans sont quand même assez noirs. Donc, aujourd'hui, la volatilité est très peu pricée. C'est encore très cher sur les taux, historiquement, mais sur les actions, c'est assez déprimé. Bon, il faut avoir raison dans le timing, mais pour les 3 à 6 mois à venir, il peut y avoir encore des épisodes comme on a vécu l'année dernière, à partir de juillet. C'était pas juste un superbe rebond à la fin d'année. Non. Ça a rattrapé ce qu'il avait déjà perdu sur les 3 mois, sur les taux comme sur les actions. Donc un peu d'optionnalité, c'est pas cher. Après, c'est produit dans les marchés de devises. Un mauvais scénario, ça va donner un peu de valeur au dollar. Il est pas peu cher actuellement. Je trouve un petit. Il est peu cher actuellement, le dollar. On trouve qu'il n'est pas très cher par rapport à pas mal de scénarios à la marge. J'entends, ok, oui, effectivement. Oui. Et puis, il y a beaucoup d'optionnalités sur le Japon. Bon, un peu moins de visibilité, un peu comme le Chine. À prévoir comment le BOJ va réagir cette année.
comme on avait loupé l'année dernière, comme avec la Chine. Je parle des marchés dans l'ensemble, mais il va y avoir un moment où il va y avoir une accélération sur les valeurs là-bas. Donc, c'est intéressant. Le momentum japonais, action japonaise, il est encore intact aujourd'hui. Et surtout les devises. Donc, ça va. Et n'oublie pas les taux, qui est le cimetière de la plupart des géants depuis tous les temps. Mais aujourd'hui, on se rapproche du dernier seuil qui était défini. Bon, à 0,50, on est reparti pour 1%, mais bon, ça laisse pas mal de marge. Ouais. Donc, il y a les possibilités, il y a de l'optionnalité dans le marché. Le timing va être très clair. Zacharia, où est-ce qu'on est à l'aise? Où est-ce que vous êtes à l'aise là dans des stratégies crédit? Qu'est-ce qui vous paraît encore intéressant aujourd'hui? Puis il y a la question effectivement, est-ce que stratégie flexible versus stratégie buy and hold, voilà, sur du crédit? Eh bien, j'en ai touché un mot tout à l'heure, c'est que en fait, ça dépend de votre horizon. Si l'horizon c'est 2024, votre buy and hold égale fonds monétaire. Ouais. Voilà, fonds monétaire, ça vous paye quasiment 4%. Il faut avoir 4 ans devant soi, quoi. Voilà. Sinon, il faut rester flexible. Ouais, voilà. Et en fait, d'autant plus dans des contextes de volatilité, l'adage dit la volatilité crée l'opportunité. Mais en gros, en fait, on voit qu'il y a des excès de marché par moment et en fait, on peut venir en profiter. Tel qu'un pricing trop marqué d'un côté ou de l'autre. Après, sur la partie proprement du crédit, il y a quand même un momentum positif. Les spreads c'est pas le meilleur moment de rentrer pour aller chercher une compression encore plus forte sur les spreads, encore que sur quelques noms, il y a des choses à faire. Mais globalement, en fait, d'un point de vue de portage, c'est une bonne stratégie, c'est-à-dire de combiner du monétaire en cash avec des positions, avec des outils pour s'exposer spécifiquement sur les primes de crédit. Ça, c'est une stratégie qui est tout à fait entendable dans un scénario de croissance molle ou de faible récession. Un mot rapide. Nous, on est assez neutre. On est d'accord. Se protéger contre les scénarios très mauvais, je pense que ça coûte pas cher sur les actions. Sur les obligations, il faut être extrêmement flexible aujourd'hui, agile dans la gestion parce que la vol est très élevée et donc bénéficier de ces volatilités est pas mal. Mais en termes d'alloc, nous, on est assez neutre. On a quand même des petits billes. J'étais négatif sur la Chine. On a quelques billes sur la Chine parce que quand même, il y a des valorisations et des entreprises qui nous intéressent. On y va. Et nous, on est plus européens. On pense qu'il y a un potentiel plus fort en Europe qu'aux États-Unis. Il y a beaucoup d'excès. C'est là où on joue nos options plutôt sur les US où l'euphorie persiste. Bon. Après, il y a les US avec les 7 magnifiques et sans les 7 magnifiques. Et la vision est un peu différente. Les US sans les 7 magnifiques, c'est à peu près ce qu'on a en Europe. Les valorisations sont plus attrayantes, même si elles ne sont pas exagérées dans les 7 magnifiques. C'est un des paradoxes. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sébastien Paris-Horwitz, LBPM, Andrew Etherington, AXA IM et Zacharia Darwish, CPRM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique qui nous permet d'ailleurs de sortir des marchés cotés pour plonger dans l'univers des actifs privés, des actifs alternatifs et en parler avec Grégory Benamou qui est à mes côtés en plateau, le responsable des actifs alternatifs chez BlackRock. Grégory, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Quelques chiffres quand même pour définir un peu cet univers vaste, de plus en plus sur le devant de la scène, des actifs privés, des actifs alternatifs. De quoi on parle concrètement? Quels sont les différents grands segments de cet univers? Et moi, j'aime bien qu'on mette aussi un peu des chiffres. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans le monde de l'investissement en général? Bien sûr, alors vous avez absolument raison de le préciser. C'est quand on parle d'actifs privés, en fait, ça regroupe différentes classes d'actifs qui vont, juste pour citer les principales, du private equity ou capital investissement en français, à l'infrastructure, l'immobilier et bien sûr la dette privée. Donc c'est déjà assez vaste avec des sous-catégories. C'est des investissements de long terme qui sont positionnés pour la croissance et qui sont de plus en plus importants pour les portefeuilles de vos clients et de nos clients. En termes de chiffres, pour vous donner la taille que ça représente aujourd'hui, on parle de 15 000 milliards au niveau mondial. D'accord. Donc c'est assez conséquent et c'est encore en forte croissance. Si on veut essayer de donner une image pour que ça soit un petit peu relatif, c'est de l'ordre de 10 à 15% du marché action mondial
Ouais. ou de 10 à 15% Très clair, du marché très clair. obligataire. La cote mondiale. Et après, le PE représente environ 2 tiers des encours, tandis que l'immobilier, la dette privée et les infrastructures représentent seulement, entre 10 et 12% du marché total aujourd'hui. Mais c'est ça ce qui est en train d'évoluer. Et voilà, et c'est dans cette poche, ce 1 tiers que vous décrivez, bon, le private equity on connaît depuis un moment, c'est 2 tiers, vous dites, de cet univers, c'est dans l'autre tiers qu'on a des segments qui sont appelés à connaître peut-être les plus fortes croissances devant nous pour les prochaines années, Grégory. Lesquels en particulier ? Je signale au passage, on en redira un mot, que BlackRock vient de signer un deal structurant dans l'infrastructure en rachetant plus de 100 milliards d'encours, je crois, avec l'acquisition de la société GIP. Mais pourquoi ces segments-là sont appelés à une croissance décennale ou séculaire devant nous, peut-être, Grégory ? Absolument. Alors, vous avez entièrement raison. Au sein des marchés privés, l'infrastructure en particulier et la dette privée sont véritablement les vecteurs de croissance de l'ensemble. Et il y a des opportunités absolument historiques dans ces classes d'actifs-là. Aujourd'hui, les marchés privés, si on rappelle un petit peu juste l'environnement macro, on est quand même dans un changement de régime qui est quand même assez profond, qui oblige les investisseurs à repenser leur portefeuille, à être plus actifs, à reprendre ce qu'on appelle chez nous, à reprendre le contrôle. Et donc dans ce cas-là, évidemment, la création de valeur grâce au marché privé prend du sens. On a identifié 5 tendances de long terme dans lesquelles on accompagne nos clients et on leur propose de s'exposer justement à ces tendances. La transition vers des économies décarbonées, les changements démographiques, Transition digitale, numérique. Oui, transition digitale, transition numérique, la fragmentation géopolitique et l'évolution des services financiers. Et justement, les marchés privés, ils accompagnent cette croissance. Ils ont du sens et ils financent l'économie réelle, surtout dans un monde dans lequel les gouvernements sont particulièrement endettés. Et bien sûr, encore une fois, ils jouent un rôle dans les portefeuilles des clients, que ce soit en termes de rendement, de diversification, d'accompagnement de leur portefeuille dans la transition, ou évidemment dans un monde dans lequel il y a structurellement plus d'inflation, de pouvoir se protéger contre ça également. Il y aura de plus en plus d'incitations pour les investisseurs historiques de ces classes d'actifs, mais aussi pour d'autres investisseurs demain, peut-être, à aller vers ces actifs privés. Ça va porter aussi la croissance de ces marchés-là, Grégory ? Oui, alors, vous parliez tout à l'heure d'infrastructure. On pense que justement, l'infrastructure va rentrer dans cette décennie, ça va être l'âge d'or de l'infrastructure. Ouais. On voit les besoins d'investissement qui sont absolument colossaux. Et on voit aussi des investisseurs qui, aujourd'hui, ne sont pas encore suffisamment exposés à ces classes d'actifs-là. Pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, ça représente un peu moins de 1500 milliards. On pense que ça va doubler d'ici les 3-4 prochaines années, donc autour de 2500 milliards. On s'en est rendu compte, grâce à la crise, que c'est justement des actifs qui ont offert de la résilience dans les portefeuilles, de la stabilité, du rendement. Ça fournit des services essentiels à la société. Donc, ce n'est pas des actifs justement qui sont trop volatiles. Et comme vous le mentionniez il y a quelques instants, la transition vers des économies bas carbone, c'est essentiel et ça représente autour de 4 000 milliards de besoins d'investissement par an, ce qui est absolument évidemment colossal. Et c'est sur. Et c'est pas le plus gros chiffre que j'ai entendu. Hein. Il y a des chiffres encore plus élevés qui peuvent être utilisés comme estimation, mais ça donne un peu la mesure. Et c'est de l'ordre du coup de 2 à 3 fois les investissements actuels. Donc quoi qu'il en soit, effectivement, il y a des chiffres différents, mais la tendance est la même. Il y a la transition digitale. On nécessite beaucoup plus d'infrastructures physiques. On produit et on consomme de plus en plus de données. Donc que ce soit de la fibre pour le haut débit, que ce soit des tours télécoms pour la transmission, la mobilité, ou derrière des centres de données justement pour le stockage, on a besoin de ces infrastructures physiques-là. Et évidemment, avec les tensions géopolitiques, ça a amené à repenser les chaînes d'approvisionnement. Bien sûr. Là, c'est les besoins en sécurité énergétique. Donc du coup, aujourd'hui, on va complètement revoir toute la chaîne de valeur. Et là encore, ça a créé des besoins d'investissement assez conséquents. Il y a une vraie rencontre entre ces actifs privés et les enjeux de demain et les enjeux d'autonomie stratégique aussi, qui d'ailleurs chapeautent un peu toutes les tendances en matière de transition d'infrastructures énergétiques ou autres qui sont pour nous en tout cas les enjeux en Europe. C'est pour ça que les gouvernements justement
pousse, mais bien sûr. Bien sûr. Le vert en Europe, etc. Bien sûr, les incitations sont là et elles seront sans doute amenées à se multiplier, j'imagine, à l'avenir. Qu'est-ce que ça représente, ces actifs privés alternatifs, dans l'univers BlackRock? C'est 10 trillions toujours autour, enfin c'est 10 trillions d'encours au global, BlackRock, il n'y a pas plus gros dans le monde. Quelle est la place des actifs privés dans vos encours aujourd'hui, Grégory? Alors, les actifs privés, c'est justement un des 3 moteurs de croissance du groupe BlackRock, avec la technologie et les ETF. Ouais. Aujourd'hui, depuis maintenant le début des années 2000, on a commencé à constituer une plateforme qui est aujourd'hui dans les leaders mondiaux. On fait partie du top 5 au niveau mondial uniquement sur les activités alternatives. Ouais. On gère 330 milliards. Sur la partie marché privé, on est autour des 170 milliards. Et justement, sur l'ensemble des classes d'actifs dont on a parlé, le private equity, l'immobilier, la dette privée, l'infrastructure, la multigestion alternative également. Et évidemment, vu que nous sommes présents, comme vous l'avez rappelé, sur l'ensemble des classes d'actifs, y compris sur les aspects liquides, ça nous permet d'aider les clients sur l'ensemble du portefeuille, puisque justement, quand ils sont en train de restructurer, de repenser leurs allocations, ils ont besoin de cette vision globale de leur portefeuille et de pouvoir prendre en compte justement les enjeux actuels. Un mot spécifique de la dette privée. On a parlé de l'infrastructure, private equity, immobilier, évidemment, mais la dette privée en tant que telle, pourquoi est-ce que c'est là aussi un segment de marché qui connaît de l'intérêt et beaucoup aujourd'hui? Et à quoi ça sert? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça finance? Comment ça fonctionne? Comment on caractérise ce segment de la dette privée particulièrement, Grégory? Alors, la dette privée, c'est une autre classe d'actifs qui a connu un essor important sur la dernière décennie et qui devrait encore doubler en termes de taille d'ici à 2028 pour atteindre les 3 500 milliards. Donc on est quand même encore une fois sur des chiffres assez importants. C'est des prêts directs aux entreprises, généralement des entreprises de taille moyenne, donc on est plutôt sur des PME ou sur des ETI, par des acteurs privés en dehors des réseaux bancaires, en dehors des marchés cotés. On est sur des prêts qui sont généralement des prêts à taux variables et donc qui protègent justement les emprunteurs, les prêteurs contre une hausse des taux. Et ça permet aussi d'avoir des protections contractuelles, des sûretés et également des covenants qui permettent justement de pouvoir accompagner au mieux les entreprises au moment où elles en ont besoin. C'est destiné à financer tout type d'activité, de secteur d'activité, ou est-ce qu'il y a quand même des usages spécifiques, plus pertinents que d'autres pour la dette privée, Grégory? Alors, généralement, ça vient financer la croissance. D'accord. Que ce soit de la croissance externe, donc des acquisitions, que ce soit du développement de nouveaux produits. Mais c'est des entreprises qui sont relativement matures, qui sont des acteurs établis et des positions dominantes sur leur marché national ou international. Et souvent qui sont financés justement par des fonds de private equity qui viennent justement chercher de la dette je comprends. Pour accélérer, la croissance. La croissance et le développement. Absolument. Ouais. Pour finir... Et maintenant, en termes de thématiques, juste pour répondre à la question, en tout cas en ce qui nous concerne, on a plutôt tendance à être très présent sur les secteurs de la tech, de la santé et des services aux entreprises, qu'on estime être justement moins cycliques, défensifs. Ces dernières années nous ont donné raison. Aujourd'hui, on voit qu'il y a effectivement beaucoup d'acteurs qui se sont recentrés, qui étaient beaucoup plus diversifiés sur la dette privée, qui se sont recentrés là-dessus. Mais après, ça ne remplace pas évidemment les relations, l'expertise qu'on a pu développer là-dessus. Ouais. Un mot de l'infra et du deal GIP. Qu'est-ce que BlackRock achète avec les 100 milliards et quelques d'encours de GIP dans l'infrastructure? Alors, vous avez raison, c'est la plus grosse acquisition de BlackRock sur les 15 dernières années. Donc, la dernière grosse acquisition aussi structurante, c'était quand on a racheté Barclays Global Investors. Effectivement, cette transaction va nous permettre de créer le numéro 2 du secteur des infrastructures. Et évidemment, on a des ambitions de devenir numéro 1. GIP, ou Global Infrastructure Partners, c'est le gérant d'infrastructures indépendant le plus important au monde, avec des activités diversifiées. Ça vient parfaitement compléter, en fait, nos activités d'infrastructure. Donc, on gère aujourd'hui un peu plus de 50 milliards dans l'infrastructure. Ensemble, ça va nous permettre justement d'offrir à nos clients des gammes complètes, allant des fonds propres ou de l'investissement equity au financement
à la solution. Et surtout, il n'y avait vraiment pas de meilleur partenaire pour nous, puisqu'on est extrêmement complémentaires en termes d'activité et en termes également de segment de marché. Là où GIP se concentre sur des deals qui sont essentiellement des deals large cap, on est plutôt sur du mid cap. D'accord. Ils n'ont pas d'activité de solution d'infrastructure. Ils font de la dette, mais c'est plutôt de la dette high yield, là où on est plutôt sur du investment grade. Donc en fait, c'était vraiment un deal naturel. C'était une option naturelle pour ce deal structurant. Effectivement, il n'y en a pas tous les jours chez BlackRock. Ça a été l'actualité des derniers jours. Merci beaucoup Grégory d'être venu nous éclairer sur ces classes d'actifs dans cet univers des actifs privés, des actifs alternatifs. Grégory Benamou qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse, ce soir le responsable des actifs alternatifs chez BlackRock. Merci Grégory, bonsoir.